Donc Michel, qui est en quelque sorte aux premières loges, au contact direct des énergies renouvelables, vous a détaillé les impacts que cela pouvait avoir pour le réseau de distribution. Et donc, on pourrait considérer qu'on en reste là, puisqu'effectivement, aujourd'hui, 95% des énergies renouvelables sont reliées au réseau de distribution. Alors, ça va un petit peu changer parce que, au fur et à mesure qu'on massifie la production, par exemple, l'éolien offshore sera directement relié au réseau, sans doute au réseau de 125 000 volts. Et puis, il y a aussi un certain nombre de fermes photovoltaïques de plus grande puissance ou d'éoliens terrestres, sans parler des installations de biomasse qui, elles, sont finalement assez comparables à des installations thermiques classiques. Donc, le réseau de transport n'est pas non plus, loin de là, indifférent au développement des énergies renouvelables. D'abord sur cet aspect physique, raccordement ou besoin de renforcement de réseau. Ensuite, nous ne sommes pas les seuls en Europe à avoir, comme vous le savez, une politique de développement des énergies renouvelables. Donc, un certain nombre de nos voisins, des voisins immédiats d'ailleurs, ont développé ces filières et de manière d'ailleurs très rapide dans certains cas. Je rappellerai qu'en Allemagne, pendant 2 années consécutives, chaque année, 7000 mégawatts de panneaux photovoltaïques ont été raccordés au réseau, et c'est d'ailleurs pas le record d'Europe. En Italie, en 2011, 9000 mégawatts de photovoltaïques ont été raccordés au réseau. Donc, il y a un développement très rapide, et comme, sans être sur une plaque de cuivre, nous sommes sur un réseau européen interconnecté, il est certain que l'intermittence et la variabilité des flux engendrés lorsque les conditions météorologiques favorisent ces différentes productions, eh bien, je dirais, se déversent sur l'ensemble du réseau et puis sur l'ensemble du réseau européen. Quand d'ailleurs il y a insuffisance de réseaux de transport, c'est ce que connaissent d'ailleurs nos voisins allemands et également nos voisins espagnols, eh bien, ça se traduit par des arrêts délibérés des moyens de production, ce qui peut apparaître quelque part comme un gâchis ou tout au moins se traduire, comme disent les économistes, par des coûts échoués. Et la dernière incidence du développement des énergies renouvelables sur le métier des transporteurs, c'est aussi l'incidence sur l'ajustement de l'offre et de la demande, dont sont responsables les transporteurs, même si au premier degré, c'est bien entendu la tâche des producteurs, fournisseurs et de leur portefeuille de consommateurs. Vous savez que l'ajustement fin, il est fait par les opérateurs de transport. Et donc, au-delà de la variabilité de la demande, qui est aussi ancienne que l'histoire du transport d'électricité, l'intermittence de la demande est un nouvel aspect qui convient donc de conjuguer pour continuer à assurer l'alimentation électrique dans de bonnes conditions de l'ensemble des consommateurs. Alors, quelques petites banalités. Je sais que vous êtes tous dans la salle des gens particulièrement bien informés, donc ceux qui savent tout déjà me pardonneront de répéter un certain nombre de choses. Le réseau de transport, il est fait aussi pour assurer une réconciliation. Alors, je ne vais pas employer les trop grands mots, mais ça ne me choquerait pas de parler de solidarité énergétique entre régions. Parce que pour des raisons qui sont à la fois géographiques, qui tiennent à la nature, je dirais, il y a des régions qui sont traversées par des fleuves, il y a des régions de montagne, il y a des régions dans lesquelles il y a une tradition industrielle, on a exploité des sources d'énergie fossiles. Donc, les moyens de production historiques ne se sont pas développés de manière uniforme sur tout le territoire. Et vous avez dans le graphique de gauche, alors plus c'est sombre, moins la région produit d'électricité au regard de sa consommation. Et je ne vais stigmatiser personne, mais je citerai quand même 3 régions dans lesquelles la production locale d'électricité représente moins de 10% de la consommation. C'est la région Bretagne, c'est la région Côte d'Azur, Provence-Côte d'Azur, les Alpes sont là, et c'est la région parisienne, ou Île-de-France. Alors, pour des raisons différentes. La Bretagne, c'est sans doute plutôt parce que les Bretons ont refusé d'avoir sur leur territoire des moyens de production. La région parisienne, c'est parce que personne n'avait véritablement envie de meubler le bois de Vincennes ou le bois de Boulogne par des éoliennes ou des centrales thermiques, bien que certains d'entre vous qui avaient fait le voyage de Moscou se souviennent sans doute que quand on était près du Kremlin, il y avait un environnement d'ailleurs de cheminées, d'usines, parce qu'effectivement,
un ancien régime de ce pays avait considéré qu'il fallait mettre les usines au cœur des activités urbaines. Bon, je crois que ce n'est pas tout à fait l'option qui est aujourd'hui retenue. Et puis PACA, c'est plutôt parce qu'il y a un potentiel local, mais les moyens de production étaient plutôt à la frange de la région. Donc, il y a des régions qui sont comme ça, mais il y a des régions aussi qui sont excédentaires. Heureusement d'ailleurs, ça permet d'assurer un équilibre global national. Et vous savez d'ailleurs que le système électrique français lui-même est excédentaire. Donc c'est des régions qui soit se sont trouvées dotées de potentiel hydraulique ou traversées par des fleuves facilitant le refroidissement des centrales thermiques, ou qui avaient une tradition industrielle. Donc on trouve les régions centre, la région Rhône-Alpes, la région Lorraine. Et les flèches l'épaisseur des flèches traduisent l'intensité des échanges. Donc il y a toujours eu des échanges entre les régions pour assurer un certain équilibre. Et puis il y a eu aussi des échanges aux frontières. Et ça n'a aucune raison fondamentale de s'améliorer. D'abord, il est écrit nulle part dans la Constitution que chaque région doit être autosuffisante en matière de production d'électricité. Et d'ailleurs, ça correspondrait à aucun optimum économique. Et ensuite, il se trouve que parmi certaines de ces régions, celles qui connaissent un certain dynamisme, soit démographique, soit économique, et donc énergétique, se trouvent être aussi celles qui ont le moindre potentiel de développement de leur production locale, qu'elle soit d'ailleurs classique ou à partir d'énergies renouvelables. C'est le cas de la région Île-de-France, c'est le cas aussi, d'une certaine manière, de la région PACA. Bon, la région Bretagne est entre les deux, puisque vous savez qu'il y a des objectifs très ambitieux en matière de développement de l'éolien terrestre ou offshore, ou de recours à la biomasse ou au biogaz, compte tenu des activités de cette région. Donc, cette vocation du réseau de transport, elle n'a pas de raison de s'estomper dans les années qui viennent. Et le développement des énergies renouvelables, qui là aussi sera inégal selon les régions, parce que le potentiel n'est pas le même, et je pense qu'il sera quand même plus astucieux de développer du solaire en Occitanie que dans la région Nord-Pas-de-Calais, même si ça peut se faire aussi. Et il est vrai que les Allemands n'hésitent pas à installer des panneaux solaires dans la région de Hambourg, même si ce serait sans doute mieux en Sicile. Donc il y aura toujours des déséquilibres. Et donc l'idée qu'on entend parfois selon laquelle le développement des énergies renouvelables favorisera l'autarcie est une idée sympathique, mais qui ne me paraît pas être une idée réaliste. D'autant moins que si elle n'est pas conjuguée avec des modes de stockage répartis eux-mêmes, eh bien, on ne fera pas l'économie d'un acheminement au travers du réseau de distribution dans un premier temps et sans doute du réseau de transport comme façon aussi de trouver un exutoire à cette énergie qui se trouve produite à des moments qui n'ont aucune raison de coïncider avec le profil de la demande, même si on peut rapprocher l'un et l'autre, notamment grâce à toutes les technologies intelligentes, les smart, tout ce que vous voulez. Alors ce problème, il se pose aussi à l'échelle européenne. Je disais tout à l'heure effectivement qu'un certain nombre de pays ont mené des politiques de développement à un rythme très fortement soutenu des énergies renouvelables, d'autres moins soutenus, et conjugué aussi avec la valorisation d'un certain nombre de filières locales. Bon, historiquement, nos amis néerlandais ont toujours eu tendance à utiliser le gaz naturel de leur sous-sol pour produire de l'électricité. En Allemagne, malgré un effort aussi très important sur les énergies renouvelables, vous savez qu'une grande partie des kilowattheures reste encore produit par du charbon. C'est encore plus le cas en Pologne. Et puis nos amis italiens, après avoir tergiversé sur différentes filières, ont assez largement recours au fuel pour leur production d'électricité. Donc, il y a des disparités. Je pense qu'il ne faut d'ailleurs pas le déplorer. On se réjouit dans le domaine biologique de la diversité, la biodiversité. Je crois que c'est même d'ailleurs quelque chose de très bien. Moi, je pense que la l'énergodiversité, c'est aussi une bonne chose, parce que ça permet aussi à chacun, si on développe véritablement des ressources qui correspondent à un certain avantage compétitif, ça permet aussi de concilier et d'harmoniser tout cela. Et le jour où tous les pays européens adopteraient le même mix électrique,
je considère qu'on serait plutôt dans un état de pauvreté et de risque, d'ailleurs, plus important, face aussi bien aux accidents génériques qu'aux aléas liés au fait que l'Europe n'est pas si grande que ça, et même s'il y a des régimes de vent différents, si on est dans un régime anticyclonique, il y a peu de chances quand même qu'il y ait des productions très importantes, quel que soit d'ailleurs le pays, notamment de la frange occidentale de l'Europe. Alors, cette petite carte, elle est très schématique. Bien entendu, vous allez m'en vouloir de présenter les choses de manière aussi réductrice, mais vous avez un fond de carte dans lequel il y a les points de consommation. C'est la photographie par satellite, la nuit, de l'Europe, donc qui représente la concentration, finalement, certes, des consommations d'éclairage, mais qui se trouve assez corrélée avec la densité démographique économique. Donc, en gros, les taches blanches, c'est les points de consommation. Certes, c'est l'éclairage, mais encore une fois, c'est assez proche. Bon, donc, voilà ce qu'il faut satisfaire. Et vous avez les grandes tâches qui représentent les zones plutôt préférentielles de production de 3 grandes filières d'énergie renouvelable. Les taches bleues, c'est l'hydraulique. Bon, bien sûr, on retrouve les zones de relief. La tache jaune, c'est les zones préférentielles pour le solaire. Bon, encore une fois, cette zone, elle est très large et les conditions de productibles solaires ne sont pas du tout les mêmes au Danemark et en Sicile. Et puis, les taches plutôt blanches, c'est les zones préférentielles, mais qui ne sont pas exclusives, de valorisation de l'éolien. Donc, la mission des transporteurs, c'est de faire en sorte que ces différentes tâches qui représentent les zones de production, qui, vous voyez, ne coïncident pas avec les zones de consommation, permettent d'irriguer les zones de consommation. Alors, dans certains cas, il y a superposition. Je veux dire qu'on peut à la fois avoir des zones dans lesquelles on a une ressource d'énergie renouvelable et une consommation. Bon, c'est très bien. Ça permet de faire justement l'économie de réseau. Et si on a une grande masse de consommation, on peut se dire qu'il y aura une assez bonne adéquation. Dans d'autres cas, et c'est le cas bien sûr, par exemple, de l'éolien offshore, on comprend bien qu'il faille de toutes pièces créer un réseau nouveau et l'acheminer jusqu'à des points de consommation, avec ou non d'ailleurs un stockage intermédiaire permettant d'égaliser les conditions de production et les conditions de la demande. Bon, je vous rappelle des chiffres, mais qui sont sans doute assez classiques, et je ne vais pas insister, vous l'avez déjà traité. La carte est plus intéressante puisque, justement, là aussi, avec un code de couleur assez simple, plus on est dans le vert foncé, plus on est dans des zones qui produisent. Bon, on voit qu'à l'exception du Languedoc et de Midi-Pyrénées, les zones préférentielles de développement de l'éolien terrestre, aujourd'hui en France, se situent plutôt dans la frange nord, voire nord-est. Et vous avez le même genre de carte pour le parc photovoltaïque. Alors, c'est tout compris, bien sûr, c'est l'ensemble des installations dont, comme Michel Bellon vous l'a dit tout à l'heure, l'essentiel est aujourd'hui raccordé au réseau de distribution. Donc là, on trouve, ce qui est logique, cohérent, plutôt les régions du sud-est et du sud-ouest, avec un petit peu aussi d'ailleurs la Bretagne. Bon, ça c'est les questions de raccordement. Le réseau, Michel vous l'a dit, bien sûr, il présente un certain nombre de marges, mais il a des limites de capacité. Bon, on entend souvent dire qu'il a été construit uniquement en pensant au développement du nucléaire. C'est à la fois vrai et en partie faux. C'est vrai parce qu'évidemment, aujourd'hui, les points d'injection majeurs d'électricité en France sont liés aux centrales nucléaires, mais rappelez-vous qu'historiquement, si vous regardez des cartes de la première moitié du XXe siècle, le réseau de transport d'électricité, à l'époque, c'était 63-90 000 volts. On est passé aux 225 à peu près au milieu du siècle, puis aux 400 dans la deuxième partie, même si on avait déjà testé cela juste avant-guerre. Ça a été le développement, la valorisation de la production des régions hydrauliques. Et c'était l'électricité qui était produite dans les vallées alpestres et pyrénéennes, qui d'ailleurs a été au début consommée localement, d'où l'essor d'ailleurs de l'électrochimie, de l'électrométallurgie en France. Et ensuite, quand on a produit plus d'électricité qu'on en pouvait consommer localement, on l'a acheminée vers les grands centres de consommation, les villes, avec le centralisme français vers la région parisienne, mais pas seulement.
où cette électricité a permis justement de remplacer de l'électricité qui était produite localement par des usines à gaz ou par des installations thermiques classiques. Bon, ensuite, la consommation a cru et s'est développée. Donc c'est assez, je trouve, presque un retour des choses de voir que l'essor du réseau de transport, il a dès le départ été lié à la valorisation des énergies renouvelables. Donc il n'est pas choquant qu'aujourd'hui, on soit amené aussi à considérer que la modification de la géographie des moyens de production, enfin en clair, le recours croissant à des énergies renouvelables, soit à nouveau l'un des moteurs du développement du réseau. Et tout simplement parce que aujourd'hui, l'évolution de la consommation n'est plus le moteur principal du développement du réseau de transport. Ça l'a été pendant les 30 glorieuses et un peu plus longtemps, et tout le monde comprenait bien que quand la consommation d'électricité doublait en 10 ans, il fallait sans doute un peu plus de lignes, un peu plus de postes. Bon, aujourd'hui, effectivement, la consommation d'électricité ne progresse plus, ou tout au moins de manière très faible, dans certaines régions d'ailleurs plus que dans d'autres, mais un réseau, pardon de la banalité, c'est fait pour relier. Et donc, les deux facteurs qui peuvent pousser à son développement, c'est soit l'évolution de la demande, ça n'est plus le cas aujourd'hui, soit l'évolution de l'offre. Et ça reste le cas, et ça risque de l'être encore plus à mesure que la transition énergétique, ce qu'on appelle ainsi, s'accroîtra. Donc voilà l'incidence sur les réseaux. Je vous en donnerai d'ailleurs une vision cartographique qui résulte de l'analyse que nous faisons de notre schéma de développement décennal. Un autre aspect qui touche directement à la responsabilité du transporteur ou des transporteurs en Europe, eh bien c'est la fluctuation, caractère intermittent de la production ENR. C'est ni un défaut ni une qualité, c'est une caractéristique. Donc il faut la prendre, je dirais, de manière purement factuelle, dépassionnée. Les énergies intermittentes, les énergies renouvelables sont des énergies intermittentes, sont comme cela. Et vous avez sur ce diagramme, alors c'est pris sur l'Allemagne, parce que l'Allemagne a un parc important, mais si la France entreprend de suivre le même chemin, ça préfigure très largement de ce qu'on pourra connaître dans 15 ou 20 ans. Vous voyez, cela, c'est une période du mois d'août. Alors effectivement, c'est une période où le soleil donne, même en Allemagne. Et vous voyez qu'en l'espace de 24 heures, on peut avoir un pic de production, c'est la somme, ça s'ajoute. Le vert, c'est l'éolien, et le jaune, c'est le solaire. On peut passer de presque 30 000 mégawatts de production solaire plus éolienne à, on va dire, presque zéro, ou on va dire 2000, quoi. Mais c'est considérable. Et donc, pour l'ensemble des acteurs, d'abord, évidemment, pour les producteurs eux-mêmes, s'ils sont responsables d'un périmètre d'équilibre et s'ils ont un portefeuille, mais à coup sûr, pour les opérateurs de transport, il faut être capable de suivre cela. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, suivre ça? D'abord, vous savez que les énergies renouvelables, en application des directives européennes, elles bénéficient d'une part d'une priorité d'accès au réseau, sauf mise en cause de la sécurité de fonctionnement. Et deuxièmement, dans la plupart des pays, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en France, même si les régimes ne sont pas les mêmes, d'une garantie d'achat. Donc, si vous êtes producteur d'énergie renouvelable, si le vent souffle ou si le soleil brille, vous avez tout intérêt à produire, puisque vos kilowattheures, les réseaux sont obligés de les prendre. Et deuxièmement, ils vous les prennent à un prix garanti, quel que soit d'ailleurs l'état du marché. Et ça aboutit à ce phénomène intéressant pour étudiants de 3e cycle en économie, ça aboutit au prix négatif. Pourquoi ? Qu'on observe assez régulièrement en Allemagne et qu'on a observé aussi en France dans la semaine de décembre dernier. Bon, donc, je répète, un producteur qui a une installation en état de marche, quand il y a du vent et du soleil, n'a aucune raison de ne pas produire. Donc, il transfère ses kilowattheures. Alors, en Allemagne, ce sont nos homologues transporteurs. En France, c'est EDF qui rachète. Bon, alors EDF, effectivement, a un portefeuille de moyens de production et peut compenser. En Allemagne, nos homologues ne sont pas, comme nous ne le sommes pas non plus, ni producteurs ni consommateurs. Alors, on doit compenser les pertes, mais c'est un système d'ailleurs qui est couvert assez longtemps à l'avance. Donc, nos homologues en Allemagne doivent accueillir ces kilowattheures.
les prennent et, comme ils n'en ont pas d'usage, ils les reversent sur le marché. Et là, on retrouve d'ailleurs les mécanismes de marché. Vous savez que l'Europe y est très attachée, très libérale. Donc, sur un marché, vous avez de l'offre et de la demande, et on retrouve les principes classiques. Si vous avez un excédent d'offre alors que la demande est ce qu'elle est, eh bien ça fait baisser les prix. Et même, d'ailleurs, quand il y a vraiment trop d'offres, comme l'électricité ne se stocke pas, eh bien, on perce le plancher et on a des prix négatifs, ce qui explique que l'électricité est sans doute la commodité dont la variation de prix est la plus importante aujourd'hui. On parle des prix du pétrole et on s'étrangle quand ça varie de 10 $ entre 120, 110, etc. Les prix de l'électricité, vous savez que l'unité courante, c'est le mégawattheure. Le prix de l'électricité peut varier entre moins 500 € le mégawattheure et plus 3 000. Ça s'arrête à 3 000 parce que les ordinateurs ont été bloqués à 3 000. On pourrait aller plus loin. Donc, sachant que le coût moyen de production, vous savez qu'il y a eu de grands débats sur l'ARENH, hein, le prix de l'électricité nucléaire est aux alentours de 50. Donc voilà une commodité dont le prix moyen de production est 50, c'est l'éolien, les résultats des appels d'offres, le coût d'achat est aux alentours de 100, etc. Bon, donc voilà un service ou un produit. Bon, là, il y a aussi de grands débats pour savoir si c'est un service ou un produit. Bon, c'est pour ça que je parle de commodité. Commodité dont le coût de revient moyen est de l'ordre de 50, on va dire 100, et dont le prix instantané peut varier de moins 500 à plus 3000. Alors, heureusement, M. Dupont, je ne dis plus Mme Michu, mais non, M. Dupont, il ne voit pas ça. Lui, il voit ça au travers de tarif, mais sinon, bon, il aurait très rapidement une crise cardiaque, quoi, parce que quelque chose qui varie entre moins 500 et plus 3000. Bon. Alors, on pourrait dire, oui, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, justement, il y a de grands opérateurs, il y a de grands opérateurs qui sont là pour assurer justement la traduction entre cette grande volatilité des prix et des tarifs. Et c'est vrai, et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, et ils jouent ce rôle. Néanmoins, ils ont aussi des décisions à prendre, les producteurs. Et ce qui pourrait paraître en première analyse une aubaine, en disant ben, finalement, si ça pèse sur les prix, c'est très bien. Si les excédents d'énergie renouvelable, qui d'ailleurs ont un coût marginal faible, pèsent sur les prix, ben c'est une certaine logique économique. Néanmoins, cette aubaine à court terme est une très mauvaise nouvelle à moyen et à long terme. Parce qu'un investisseur, il doit évidemment se projeter. Et si vous lui dites « Ah ben là, j'ai une bonne ou plutôt une mauvaise nouvelle, c'est que le moyen de production que tu vas développer dans 5 ans, il se peut que pendant un certain nombre d'heures, que je suis incapable d'ailleurs de définir, les kilowattheures que tu produiras auront une valorisation négative », ça ne l'incite pas beaucoup à investir. Et d'ailleurs, vous savez que de nombreux projets ont été annulés, justement, par de grands opérateurs, et même plus grave, des opérateurs ont même annoncé que certains de leurs moyens de production, en particulier au gaz, seraient arrêtés. Alors, dans le meilleur des cas, mis sous cocon, dans le pire des cas, ferraillés ou vendus en Asie, faute de perspectives de rentabilité suffisante. Et l'idée selon laquelle, pendant 60 ans, en Europe, on a toujours été en surcapacité, à tel point que pour certains, c'est devenu même une loi de l'électrotechnique, eh bien, risque dans un avenir proche d'être controuvé, c'est-à-dire qu'on se trouvera avec un déficit de moyens de production, même si le rythme de développement des énergies renouvelables reste important. Mais rappelons que justement leur intermittence fait que si ça n'est pas conjugué à des capacités de stockage suffisantes, la puissance garantie n'est pas au rendez-vous. Alors, les conséquences sur le réseau, bon, ça c'est pour visualiser. Évidemment, on ne connaît pas les résultats du débat sur la transition énergétique, mais on a considéré qu'il y avait un certain nombre de renforcements du réseau qui serait, je dirais, robuste dans tous les cas de figure. Renforcement des interconnexions, parce qu'il y a des flux très importants qui proviennent d'Allemagne et d'Espagne. Donc, au-delà de la liaison France-Espagne qu'on est en train d'achever dans les Pyrénées-Orientales, on pense qu'il faudra renforcer à l'ouest la liaison entre la France et l'Espagne, puisque je rappelle que la France est le seul point d'arrimage de l'Espagne à l'Europe. Il faudra sans doute avoir aussi un axe nord-sud ou un axe dans l'est du pays, ça en raison des flux importants qui sont produits de manière variable par les installations éoliennes et photovoltaïques du nord de l'Allemagne. Donc au total,
bon, c'est une question qui m'est parfois posée, bon, j'anticipe. Qu'est-ce que peut représenter dans le développement du réseau? Bon, on investit à la fois pour le renouvellement, on investit pour renforcer la sécurité d'alimentation dans un certain nombre de zones, mais on investit aussi justement pour faire face à un bon acheminement d'électricité au travers de l'Europe. La France est un des pays les plus interconnectés avec ses pays voisins. Et considérer qu'aujourd'hui, le raccordement, les conséquences du raccordement des énergies renouvelables, même au travers, bien sûr, en premier lieu du réseau de distribution, représentent à peu près 20% de nos investissements au total. Et les interconnexions elles-mêmes représentent 10% supplémentaires sur nos investissements. Donc au total, à peu près 30% de nos investissements sont liés au développement des énergies renouvelables dans les 10 ans qui viennent. Alors, on pourrait me dire où est le problème. Finalement, voilà, vous avez trouvé, grâce au développement des énergies renouvelables, un nouvel avenir, alors que finalement, la stagnation de la demande aurait pu vous condamner à disparaître. Ben, le hic, d'abord, il y a un petit problème de financement quand même, surtout à l'heure actuelle. Je crois que c'est un sujet d'actualité, mais bon, malgré tout, même si il est d'usage évidemment de vouloir vous faire sortir vos mouchoirs, je vous dirais que ce n'est pas nécessairement là que se trouve la pierre d'achoppement. Les investissements, le réseau de transport représente à peu près 10% des coûts du transport pour un consommateur domestique, et il a toute raison de rester à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est compatible. Alors 10%, c'est pas rien, mais je vous ai dit 30% de nos investissements, si on, en plus ou en moins, ben vous voyez bien l'ordre de grandeur, ça s'ajoute à d'autres facteurs qui pèsent aussi sur l'accroissement du coût total de l'électricité, mais c'est pas là qu'est vraiment le vrai problème. Le vrai problème, c'est un problème de concordance des temps. Je vous ai dit tout à l'heure à quelle vitesse pouvait se développer dans certains pays. Et la France a connu aussi des développements rapides, pas tout à fait à cette échelle-là, des énergies renouvelables. Bon, le fait est qu'une ligne qu'on vient d'achever tout juste, la ligne de Normandie, qui est une ligne à 400 000 volts, qui est en grande partie liée à Flamanville, mais pas uniquement à Flamanville, parce qu'elle permettra aussi de dégager des capacités d'accueil pour des énergies hydroliennes, notamment au large du Cotentin. Eh bien, il nous aura fallu 10 ans pour la faire. À peu près 8 ans de procédure et 18 mois de travaux. Et cette ligne, elle a une capacité de 2000 mégawatts. Donc vous voyez, en un an, les Allemands installent 7000 mégawatts de photovoltaïque, sans doute à peu près 1500 mégawatts d'éolien, puis quelques centrales à cycle combiné, donc pratiquement 10 000 mégawatts de plus. Et ils ont les mêmes difficultés que nous, d'ailleurs. Et il faut 10 ans pour renforcer une capacité de transit de 2000 mégawatts. Et vous voyez d'ailleurs qu'au hit parade, la France et l'Allemagne sont plutôt dans les pays qui mettent le plus de délai, alors que d'autres, qui n'ont pas la réputation d'ailleurs de sacrifier ni la position de leurs concitoyens, ni les questions environnementales, arrivent à faire ça plus vite. Donc, j'ai sans doute pas le temps de développer, mais c'est sans doute ce à quoi il faut réfléchir. Et dans le débat sur la transition énergétique, nous développons cet argument, avec d'ailleurs, je crois, plutôt une oreille attentive des pouvoirs publics et de Madame Batteau. Bon, conclusion. La transition énergétique, c'est très bien, mais comme j'ai parfois coutume de le dire, n'oubliez pas l'intendance. C'est-à-dire que les choix, le mix, donc ça passionne les experts, ça passionne les journalistes, mais il faut penser qu'à un moment, selon la localisation de ces moyens de production, et ça n'a pas de raison de coïncider avec les moyens de production tels qu'ils sont. J'ai entendu dire que certains voulaient fermer la centrale de Fessenheim. Si cette centrale est fermée, je ne pense pas qu'on va installer 2000 mégawatts d'éoliennes au même endroit. D'abord parce que, premièrement, les Alsaciens n'en voudront pas. Et deuxièmement, il y a sans doute des sites plus avantageux pour installer ces 2000 mégawatts. Si on installe un cycle combiné, là aussi, on le mettra peut-être plutôt près d'un terminal gazier, où il y a du gaz, que près de Colmar. Donc, la transition énergétique, il faut se le dire clairement, ça se traduira par un changement de la géographie des moyens de production. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais ce sera une donnée factuelle, incontournable. Et par conséquent, il faudra que les réseaux suivent. Les réseaux de distribution
pour le raccordement immédiat, le réseau de transport pour l'irrigation, et puis peut-être aussi d'ailleurs les réseaux gaziers si on développe des moyens dispatchables utilisant cela. Deuxièmement, il faudra de la flexibilité dans la demande. Alors ça peut être le stockage, mais un stockage réparti. Et sinon, le meilleur moyen de flexibilité qu'on ait encore trouvé, ce sont les réseaux. Troisièmement, faisons attention aux logiciels. C'est-à-dire le petit cas d'école que j'ai développé sur les prix négatifs, c'est pas uniquement une épreuve de grand oral pour étudiants au concours d'admission à HEC, c'est aussi un vrai cas. Et si on n'y prête pas attention, eh bien, ça va introduire de grands dysfonctionnements dans le fonctionnement du marché. Et troisièmement, ayons en tête cette question de la concordance des délais. Aujourd'hui, même si d'ailleurs dans certains cas les promoteurs d'énergie renouvelable s'en plaignent, malgré tout, il est beaucoup plus facile et rapide de développer des capacités importantes d'énergie renouvelable. Même les effacements, qui est aussi un sujet qu'il faut regarder de très près, eh bien, ça peut se développer assez vite. Tout simplement, il faut bien sûr trouver les équipements. Faire un couplage de marché, c'est-à-dire en fait donner plus de fluidité et de valoriser davantage les infrastructures existantes, ça c'est un peu plus long, c'est de l'ordre de 5 à 6 ans, mais une nouvelle ligne 400, c'est 10 ans. Alors, méditons sur ce sujet. Merci de votre attention. Merci Dominique. Alors on a pris un petit peu de retard là, au fil de l'après-midi. On a peut-être le temps pour une question. Qui veut se lancer? Oui, là-bas, monsieur. Bonjour. Dans les deux exposés précédents, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la flexibilité des tarifs. La question est simple, peut-on faire une régulation, enfin une adaptation de l'offre et de la demande sans jouer sur les tarifs? Et Madame ERDF avait posé une question aussi à laquelle elle n'a pas répondu, c'est qui va financer le stockage? Avec la modulation des tarifs, c'est le client quand il peut acheter moins cher et c'est le producteur quand il peut vendre moins cher. Donc le problème disparaît. Alors là, je répète la question, peut-on vraiment faire une régulation efficace, une adéquation de l'offre et de la demande sans jouer sur les tarifs du consommateur et du producteur? Pour ma part, même si, comme je vous le disais, les tarifs strictement du transport représentent 10% pour le tarif intégré domestique, mais bon, si je peux avoir une opinion, j'allais dire, de citoyen sur le sujet, moi, mon sentiment, c'est qu'il faut utiliser tous les signaux possibles. Et on sait bien que pour le consommateur, il peut être incité par de la réglementation, il peut être incité par une certaine sensibilité. Bon, il y a des gens qui ont, je dirais, plus ou moins envie d'adhérer à un dispositif. Vous savez, nous avons développé d'ailleurs conjointement aussi avec ERDF des systèmes qu'on appelle EcoWatt, qui reviennent à informer les consommateurs de certaines régions sensibles en période justement de risque de déséquilibre de l'offre et de la demande. Et ça a un grand succès. Ça a un grand succès en Bretagne auprès de 40 000 personnes. Donc si chacun mobilise à peu près 1 kilowatt, ça fait 40 mégawatts. C'est pas considérable, mais comme on dit, c'est souvent la dernière goutte qui fait déborder le vase. Donc c'est un instrument qu'on a bien l'intention de continuer à utiliser. Donc moi, je ne crois pas à la solution unique. Les tarifs sont importants, et d'ailleurs, on sait qu'historiquement, les tarifs qui étaient modulés, les tarifs d'IEJP, les tarifs tempo, même le tarif jour-nuit, ont eu un rôle important dans le comportement, soit spontané, soit guidé, parce qu'il y a aussi des automates. Je veux dire, le chauffe-eau, les gens ne se relèvent pas à 10 heures pour l'enclencher. Bon, il s'enclenche automatiquement, et donc ça induit des comportements qui permettent d'ajuster à certains paramètres économiques le comportement des consommateurs. Donc je crois qu'il faut l'utiliser. Est-ce que ça suffira? Je serais tenté. Moi, je suis plutôt pour les solutions qui permettent d'additionner les différents paramètres. Donc il y a une dimension tarif, oui, certainement. Et d'ailleurs, les compteurs communicants que RDF développe est en train d'installer, bon, ils contribueront. Il peut y avoir d'autres dispositifs, il peut y avoir d'autres acteurs. Vous savez, il y a les agrégateurs d'effacement qui sont présents sur le marché. Moi, je pense qu'il n'y a pas de panacée, mais il y a un ensemble de solutions et il ne faut jamais hésiter à les mobiliser. Mais il faut aussi se garder de penser qu'il y a une solution miracle. Et on pourrait se demander pourquoi, s'il a été miracle, pourquoi on ne l'a pas développé auparavant.
Donc je pense qu'il y aura un volet tarif, mais il ne pourra pas être exclusif des autres. Il y a un volet réglementaire, il y a sans doute aussi plus d'intelligence même en amont. Il y a des choses que le consommateur ne perçoit pas, mais il y a déjà de l'intelligence échangée entre les producteurs, les réseaux et les distributeurs. Vous savez, à notre centre de Saint-Denis, où on supervise le fonctionnement du réseau, on rafraîchit 20 000 informations par seconde. C'est peut-être pas de l'intelligence au sens humain, d'ailleurs ça dépasse les capacités humaines, mais c'est quand même bien de l'intelligence de système. Et bon, avec le développement des différents outils des systèmes d'information, on doit encore pouvoir faire mieux. Merci Dominique. Merci.